Il était une fois un jeune homme qui aimait voyager et qui avait pour objectif de découvrir la Bèbre. Il se réveilla à côté de celle-ci et c'est comme cela que notre histoire commence. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la rivière que je suis en train de longer ? Sur votre droite, il y a la Bèbre, qui passe à l'intérieur de la Palisse ainsi que dans d'autres communes. Et j'ai besoin de dormir cette nuit. Est-ce que vous pouvez me donner une adresse, s'il vous plaît ? Oui, vous pouvez dormir à l'hôtel Galant en prenant la rue de la Prairie ainsi que la rue Biodi. D'accord, merci. Suivant les conseils qui lui ont été donnés, il emprunta une rue très appréciée des promeneurs. Puis il s'engagea dans une ruelle, symbole du passé de la Cité des Vérités. Après une bonne nuit passée, le campeur se retrouva à un événement hors du commun, l'embouteillage. Bonjour, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, depuis la déviation en 2006, la Palisse remet en scène l'embouteillage créé lors des départs en vacances pour la Côte d'Azur dans les années 50. Et quels sont les endroits phares de cet événement ? Eh bien, je vous conseille d'aller voir la gendarmerie vintage. Il y a aussi dans le parc du château le marché de l'auto. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le parc floral ? Alors le parc floral se divise en deux avec un jardin à la française et un jardin à l'anglaise. Et quand est-il ouvert ? Il est accessible tout au long de l'année. Et de quoi est-il composé ? Il est composé d'un kiosque et des structures pour enfants. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut y faire dans ce parc ? Nous pouvons se balader, se reposer ou même faire du vélo, mais tout en respectant la nature. D'accord, je vais faire tout ça. Après un instant de sérénité, il se dirigea vers l'église. Bonjour. Bonjour, que faites-vous là ? Je suis en train de visiter la charmante ville de la Palisse. Et où sommes-nous ? Nous sommes devant l'église de la Palisse, qui a été construite en 1854 par l'architecte Moreau. A-t-elle été déjà rénovée ? Oui, elle a été rénovée entre 2019 et 2020. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au-dessus de l'une des portes d'entrée, il y a un orgue, construit en 1878, dont sa partie instrumentale est classée monument historique. Après cette rencontre insolite à l'église, notre aventurier se dirigea vers le célèbre château de la Palisse. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le rôle du château ? Eh ben, le rôle du château, c'est qu'il sert à héberger les rois de la famille de Chabannes. Et aussi, il y a monsieur de Chabannes qui vit actuellement, et c'est aussi le maire de la Palisse. D'accord, et j'ai vu qu'il y avait un blason. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le rôle des blasons ? Les blasons servaient à montrer la force du roi. D'accord, et les chapelles, elles servaient à quoi ? Les chapelles, elles servaient à enterrer les rois de la famille de Chabannes. Merci beaucoup, je vais faire un petit tour. Au revoir. Bonne route. Notre aventurier poursuivit son chemin, toujours le long de la Bèbre. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène dans le coin ? Je suis en train d'explorer cette magnifique ville de la Palisse. Et vous faites quoi ? Nous pêchons dans la Bèbre qui mesure à peu près 100 km. Et où prend-elle sa source ? Elle commence du puits du Montoncel dans les monts de la Madeleine au sud du département de l'Allier. D'accord, bonne partie de pêche. Au revoir. Merci, au revoir. Il poursuivit son périple et aperçut une architecture ancienne. Excusez-moi, je suis un randonneur et je parcours la Bèbre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où on est ? Eh ben, on est sur la commune de Droiturier et le pont que vous voyez, c'est le pont roman. C'est un pont qui date de l'époque gallo-romaine et c'est l'Andan, donc un affluent de la Bèbre qui passe en dessous. Et ce pont a été construit sur l'ancienne voie romaine Paris-Lyon. Ok, merci beaucoup. Bon, je vais m'installer là-bas. Bon appétit. Au revoir, merci. Notre voyageur, satisfait de ses découvertes au fil de la Bèbre, décida d'installer sa tente dans ce coin de nature. Demain, il repartira vers de nouveaux horizons.
L'histoire économique, agricole et sociale du bocage bourbonnais est marquée par la structuration des parcelles de terre, encloses par des levées de terre plantées d'arbres et de haies vives. Le réseau de haies qui sépare les prairies d'herbage a donné son nom à notre territoire, le bocage. C'est lui qui fait la beauté de nos paysages. Et dans le Bourbonnais, il y a encore quelques années, on ne pouvait pas voir à plus de 1 km. Aujourd'hui, on a 6 km, 7 km de vue, parce qu'on n'a plus de bocage qui nous cache cette vue. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du bocage. En 1960, on comptait quelques 2 millions de kilomètres de haies pour un peu plus du quart aujourd'hui. Le bocage a aussi rétréci en hauteur, modifiant durablement le paysage et amenuisant les multiples bénéfices des haies. Les initiatives se multiplient pour redonner à la haie ses lettres de noblesse et restaurer le patrimoine des Bourbonnais, un enjeu culturel pour l'association Polymorphe, implantée à la ferme du Rutan, qui propose des chantiers participatifs de plantation de haies. La culture, c'est pas juste une exposition, un concert, mais la culture, c'est aussi le patrimoine. Et le patrimoine, ici, dans le Bourbonnais, c'est le bocage. Donc on s'occupe des haies autant qu'on s'occupe des artistes. C'est un petit peu un concept transversal. Pelle à la main, les éco-délégués du collège de Séry répondent à l'appel. Moi, j'ai voulu replanter des arbres parce que je trouve que le bocage, c'est très important. Il est très important pour beaucoup de choses. Par exemple, il sert d'abri pour les oiseaux et tous les animaux. Je trouvais ça intéressant de faire une sortie avec tous les élèves du club nature et les éco-délégués parce que comme ça peut servir à sensibiliser les plus jeunes. Sensibiliser la population aux bienfaits des haies bocagères, telle est la mission de l'association 3B, Bocage Bouchure Bourbonnais, qui assure la promotion de la haie et du bocage, avec une méthode simple, rappeler les fonctions essentielles de la haie. D'abord de la biodiversité, et c'est quelque chose qui est nécessaire. Biodiversité, c'est ce mélange des végétaux, des animaux à tous les étages de la haie. C'est nécessaire pour les cultures, on appelle ça les auxiliaires des cultures. C'est un coupe-vent, ça limite l'érosion des terres, ça limite l'évaporation de l'eau, et ça c'est quelque chose de capital aujourd'hui. Et surtout le rôle aujourd'hui devient un rôle de climatique, c'est-à-dire de captation des gaz à effet de serre, notamment grâce à la photosynthèse. La haie bocagère est un réservoir pour la biodiversité. Elle accueille les oiseaux, les insectes, mais sert également de refuge aux blaireaux, aux renards, aux hérissons. Elle offre de la nourriture à bien des espèces. De cette façon, la biodiversité va à son tour protéger les cultures des ravageurs. Limaces, pucerons, charançons. Bien qu'ayant perdu sa fonction de délimitation des parcelles, la haie n'en demeure pas moins utile aux cultures et aux agriculteurs. Elles vont protéger mes animaux du vent, protéger mes animaux du soleil, protéger mes sols du vent aussi, du soleil aussi. Pour remplir pleinement leur rôle, les haies doivent être composées de plusieurs types de végétaux, présenter les 3 strates et dépasser les 1,50 m de hauteur. Dans les années 1960, avec le remembrement, les haies ont été massivement arrachées. Elles représentaient dans l'esprit de l'époque un double handicap au développement des cultures intensives. Elles limitaient les manœuvres des machines agricoles de plus en plus imposantes et elles représentaient des surfaces non exploitées. Face au réchauffement climatique, l'État fait désormais volte-face et soutient les projets de replantation de haies. Dans l'Allier, certains végétaux sont menacés. Des arbres vont peu à peu disparaître, comme le charme. Ainsi, à la ferme du Rutin, on expérimente la plantation d'espèces méditerranéennes. Alors on fait des essais, on fait des tentatives. Alors on fait des haies bourbonnaises, purement bourbonnaises, et puis on fait aussi des linéaires méditerranéens. Donc on a mis des chênes verts, des chênes lièges, des végétaux qui poussent un peu plus au sud. À la fin de la journée, les éco-délégués ont replanté dizaines de végétaux, composés de nouvelles haies qui répondront aux enjeux environnementaux du territoire et façonner le paysage en restructurant une partie du bocage bourbonnais.
aux yeux de tous les amoureux de la forêt de toute l'Europe, nous sommes une forêt exceptionnelle. Cette forêt exceptionnelle, à laquelle les habitants s'identifient, c'est la forêt de Troncé. S'étendant sur près de 11 000 hectares au nord-ouest du département de l'Allier, la forêt de Troncé est l'un des plus beaux massifs forestiers de France. C'est un patrimoine exceptionnel. C'est la grande chance de Sérilly, puisque nous avons affaire à la plus belle chênaie d'Europe. Et ça n'est pas une impression de Sérilloises convaincus, mais ça a été reconnu par toutes les instances nationales, puisque nous sommes labellisés forêt d'exception. Aménagée par Colbert pour répondre aux besoins de la marine, elle abrite aujourd'hui des spécimens plusieurs fois centenaires. Cette longévité est le fruit d'une technique forestière, la sylviculture en futaies régulières. Inscrite depuis le 8 juin 2022 à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel français. Ce savoir-faire consiste à faire pousser au sein d'une même parcelle des arbres d'âge sensiblement identiques pendant 1 à 2 siècles. Les années passent et le paysage varie dans la futaie, du jeune semis à la forêt cathédrale. Ici, vous avez le résultat de 200 ans de travail. Tout à l'heure, vous avez vu le gland. Et ensuite, l'arbre poussé de 50 ans et 50 ans avec tous les intervenants forestiers qui se sont succédés, ouvriers, agents, ingénieurs, qui se sont succédés sur ce travail. Et voilà le résultat. Ces arbres sont la promesse d'un bois d'excellence qui alimente de nombreux savoir-faire artisanaux. Les bois de Troncé sont utilisés pour la reconstruction de Notre-Dame et pour conserver les vins les plus prestigieux. Les bois de Troncé sont réputés pour la régularité de leurs grains. Les mérandiers et les tonneliers achètent à prix d'or ces produits issus d'un travail de plus de 10 générations. La méranderie constitue un atout économique majeur pour l'Allier. On a la société Chêne-Bois qui est le plus gros employeur privé de la commune, ils sont environ 45 employés. Après, nous avons des bûcherons, nous avons des scieries en périphérie de la forêt de Troncé, pas uniquement pour Sérilly. Enfin, en tout cas, pour le territoire, c'est un vivier important d'emplois, sans compter également les emplois liés à la gestion de la forêt à travers l'ONF. La forêt de Troncé est une ressource économique pour le territoire, mais elle est aussi son principal attrait touristique. Très fréquentée de longue date, la forêt de Troncé propose différents aménagements d'accueil au public créés par l'ONF, qui entend donner toute sa place au tourisme dans cet espace naturel. Les touristes croisent le chemin des naturalistes. Troncé compte 2 réserves biologiques, en plus des zones Natura 2000. Elle abrite une diversité écologique importante, dont de nombreuses espèces d'oiseaux. Dans la forêt de Troncé, il y a environ une centaine d'espèces d'oiseaux nicheuses. Et avec les oiseaux migrateurs tout au long de l'année, les oiseaux rares, on peut compter environ 200 espèces. Par contre, des espèces spécifiques comme le gomme-mouche noire ou le rouge-queue à front blanc, elles vont avoir tendance à diminuer à cause du réchauffement climatique. Le dérèglement climatique impose de nouveaux enjeux de gestion de la forêt. Sensible aux épisodes de sécheresse et de canicule en raison de son système racinaire traçant, le hêtre dépérit, menaçant ainsi le pic noir. De nouvelles essences sont plantées. Les chênes du Caucase et des chênes pubescents sont venus rejoindre les chênes sessiles et pédonculés. Peu à peu, le réchauffement climatique modifie la forêt. Son exploitation par l'homme la transforme. Pour moi, la forêt, c'est un endroit où je peux me perdre, ou tout au moins m'égarer, parce qu'il n'y a pas trop de points de repère humains, il y a que des points de repère naturels, à savoir le soleil et mon sens de l'orientation. Donc une forêt, pour moi, c'est un endroit où il y a beaucoup de biodiversité. C'est un mot à la mode, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, à savoir qu'il y a des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des insectes et beaucoup de végétaux. La forêt de Troncé, façonnée par l'homme, façonne à son tour le rapport des hommes au territoire et à la nature. Troncé est le patrimoine de tous les Bourbonnais. Elle est à la fois une ressource économique, touristique et culturelle. Troncé est une forêt d'exception, le lieu d'expression de savoir-faire reconnu internationalement. Troncé est tout cela à la fois. Elle n'est pas, en revanche, la forêt primaire, havre de biodiversité que certains souhaiteraient.
L'eau, source de vie, une ressource vitale que nous consommons tous les jours et parfois de façon abusive. Mais cette ressource, mêlée au réchauffement climatique et à des températures en forte augmentation, risque de la rendre rare dans les prochaines années. Ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg. Ici en Auvergne, la situation n'est pas critique, mais des signes inquiétants sont présents, comme nous l'explique le spécialiste François Delarouzière, président de l'association Préva. L'association Préva, c'est une association qui s'est créée dans le secteur de Volvic, qui a pour but d'essayer de préserver l'entrée des volcans d'Auvergne. Préva, ça veut dire sa préservation de l'entrée des volcans d'Auvergne. Les changements climatiques, ils arrivent. Et je crois que autant il y avait un peu de déni jusqu'à ces dernières années, autant avec l'été qu'on vient d'avoir, l'été 2022, ça a été une catastrophe, on a bien vu, hein, les inondations, les tempêtes, les orages de grêle exceptionnels, les orages cévenols ou méditerranéens hors du commun, et puis surtout les incendies qui ont été extrêmement importants en France, puisqu'il y a plus de 60 000 hectares qui ont brûlé cet été. L'eau ici, dans la chaîne des puits, pour le moment, ce n'est pas vraiment un problème avec les changements climatiques. Parce que quand on interroge Météo France, les ingénieurs de Météo France, on s'aperçoit que la quantité d'eau qui tombe par unité de surface, depuis 40 ou 50 ans, n'a pratiquement pas varié. Elle baisse très légèrement, mais c'est l'épaisseur du trait par rapport à la courbe. Mais qu'en pensent les physiciens ? Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Luc Barret, responsable de l'Observatoire physique du globe de Clermont-Ferrand. Vous avez une augmentation de 1,6 degré par siècle en fait. Si vous avez davantage des températures plus élevées près du sol, vous avez davantage d'évaporation des océans et donc davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère et donc davantage de nuages. Si c'est des nuages épais qui peuvent arrêter le rayonnement du soleil, ils auront plutôt un effet refroidissement, mais si c'est des nuages d'altitude qui se forment, là, vous aurez plutôt un effet de réchauffement parce qu'ils vont laisser passer le rayonnement solaire, ils auront un impact radiatif positif. Donc tout ça pour dire que l'augmentation de gaz à effet de serre, elle a été constatée, elle est indiscutable. L'augmentation de température aussi, mais avec des nuances qui fait que autant les gaz à effet de serre ils peuvent être observés de façon assez régulière partout, autant l'augmentation de température, elle peut être liée à des rétroactions climatiques régionales qui peuvent se mettre en place. Les sociétés ont besoin d'eau. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu une galerie qui a été creusée dans la roche pour prélever de l'eau pour l'alimentation en eau potable des populations. Et actuellement, c'est de l'ordre de 140-145 litres par seconde qui est récupéré et qui va aller dans le système d'adduction d'eau potable et qui sera donc dans les robinets et malheureusement les salles de bain et les chasses d'eau de l'ensemble des habitants du secteur. Puis est apparue une exploitation industrielle qui entraînait une baisse de la zone saturée en eau et donc un assèchement des sources naturelles. Les géologues estiment que dans un futur proche, la source du Goulet, qui alimente une vingtaine de communes, sera amenée à disparaître. Il y a un deuxième usage qui s'est un petit peu développé de façon un peu anarchique, on peut dire, c'est l'arrosage agricole. Dans un contexte de crise en eau, ce n'est pas raisonnable d'avoir une culture qui consomme énormément d'eau et surtout qui la consomme au moment où elle est la plus rare, c'est-à-dire l'été. Pour autant, de nombreuses mesures sont déjà prises. Mais sont-elles suffisantes? Les forêts sont en danger, les rivières d'eau potable aussi. Mais, chaque jour, des femmes et des hommes s'allient face au changement climatique pour trouver des solutions. Bonjour à tous, je m'appelle Paul Desbonnets et aujourd'hui je vous emmène sur la piste des lacs d'Auvergne. Nous avons récemment parlé et découvert le lac du Guéry se trouvant à une dizaine de kilomètres d'ici. Et aujourd'hui je vous emmène sur la piste du lac de Servières. Il se situe en Auvergne, dans le département du Puy-de-Dôme, niché au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. D'un point de vue hauteur, on peut apercevoir que sa forme se rapproche similairement d'un cercle. Il culmine à une hauteur de 1202 mètres d'altitude.
Ce lac est d'origine volcanique, sans doute sur l'emplacement d'un cratère percé qui est entré en éruption. Le lac de Servières appartient donc à la catégorie des lacs dits de type mare. Mais qu'est-ce qu'un mare? Un mare, c'est le terme allemand signifiant cratère. Un cratère volcanique d'explosion, parfois rempli par un lac ou envahi par la mer. Le lac de Servières est beaucoup plus petit que le principal mare de la région, le lac Pavin, qui lui a une superficie de 44 hectares, contrairement au lac de Servières qui a une superficie de 15 hectares. Au niveau de sa profondeur, le lac de Servières a en son point le plus bas 26 mètres. Il appartient au département du Puy-de-Dôme depuis fin 2019, qui désire le classer en zone naturelle sensible. Il était auparavant une propriété privée, gérée par la société de pêche du personnel Michelin. Autour, nous pouvons apercevoir des forêts de mélèzes et de sapins, lui donnant l'aspect d'être caché et pouvant procurer un sentiment de déconnexion totale. D'un point de vue touristique, en ce qui concerne les activités que l'on peut pratiquer sur le lac, seule la pêche y est autorisée. On retrouve plusieurs types de truites, comme la truite arc-en-ciel. La baignade et le canotage, quant à eux, sont strictement interdits, même si l'été, il est difficile de résister pour certains au plongeon. L'interdiction de ces pratiques est justifiée par la bonne préservation du site, au vu des nombreuses espèces végétales présentes et la qualité de l'eau. Néanmoins, le lac de Servières fait partie de deux sentiers de grande randonnée, le GR30 et le GR441. Vous l'aurez compris, le lac de Servières est extrêmement bien conservé. Vous pouvez venir vous dépayser, vous balader tout autour en appréciant le calme et la beauté de ce site, autant magnifique en été qu'en hiver. C'était Paul Desbonnets, on se retrouve pour la prochaine émission. Au revoir. L'eau constitue un élément essentiel dans la vie et l'activité humaine. Dans le monde présent, l'eau participe à toutes les activités quotidiennes, notamment domestiques, industrielles et agricoles. L'eau pure n'existe pas à l'état naturel. Dans son parcours jusqu'à nos robinets, elle se charge d'éléments à la fois indispensables à notre santé, mais peut également rencontrer des substances potentiellement toxiques pour l'organisme. C'est pourquoi l'eau doit subir plusieurs traitements avant d'être considérée comme potable. Elle doit ainsi répondre à de nombreux critères pour permettre à chacun de boire une eau sans aucun risque pour la santé. Mais d'où vient l'eau potable et comment arrive-t-elle à nos robinets? Pour en savoir plus, nous sommes partis à la rencontre de Karine Bernard, conseillère environnementale depuis plus de 20 ans au service des eaux de Cournon, dans l'usine de production du Val d'Allier. Donc l'eau sur la métropole a deux origines, soit des sources sur la chaîne des puits, généralement simplement désinfectées avec du chlore avant d'arriver au robinet des habitants. Et sur le site de l'usine de production d'eau potable du Val d'Allier, là c'est un autre circuit, on prend l'eau dans la nappe alluviale de la rivière, elle passe par une usine de traitement d'eau potable avant d'être acheminée par un réservoir jusqu'aux habitants. Monsieur Jean-Pierre Vauquier, président de l'association H2O Sans Frontières, mène avec son équipe des initiatives de coopération basées sur la sensibilisation des populations aux problématiques de l'eau et étend ses actions jusqu'au Burkina Faso. Il témoigne. Est-ce que tout le monde a accès à l'eau potable en France et dans le monde? En France, une grande majorité, oui. Et alors dans le monde, non, sûrement pas, puisque, comme vous savez, 1 habitant sur 5 de la planète n'a pas accès à l'eau potable. Ça a des conséquences fantastiques. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 30 000 morts par jour parce que l'eau n'est pas potable. Ça fait comme s'il y avait 100 crashs de Boeing par jour. Et on s'en fout complètement.
L'eau, patrimoine naturel de l'humanité, va constituer dans les prochaines années un enjeu majeur pour nos populations. Cette richesse tient une place centrale dans la satisfaction de besoins humains fondamentaux. On est fait de 70% d'eau, pas 70% de pétrole. C'est le solvant de toutes les soifs de vie. Si, aujourd'hui, vous voyez, si on parle photosynthèse. Photosynthèse, c'est des plantes qui sont des plantes avec des racines. Et l'eau, les sels minéraux suivent, montent dans les feuilles. Et rendez-vous compte qu'avec de l'eau et du soleil, on fait du sucre et de l'oxygène. C'est la base de la vie. Il faut que tout le monde sache ça. À la différence de l'eau de source, qui est généralement potable au moment de son puisage, la plupart des eaux que nous consommons contiennent à l'état brut des substances minérales et organiques dont certaines peuvent être nocives pour la santé. Ces substances proviennent d'une part de roches et des couches sédimentaires, et d'autre part des rejets provoqués par les activités humaines. Environ 80% des eaux usées industrielles et municipales sont, au niveau mondial, déversées dans l'environnement sans aucun traitement préalable. Ceci a des effets néfastes sur la santé humaine et sur les écosystèmes. On sait que c'est vraiment contemporain des émissions de carbone des activités humaines depuis 100-150 ans et on se rend compte qu'il y a correspondance totale et que maintenant on peut tout à fait démontrer ça. C'est exclusivement dû aux émissions de carbone par les activités humaines, bien sûr. Le changement climatique a un impact majeur et croissant sur l'eau. Les activités humaines ont entraîné une augmentation globale de la température moyenne sur Terre. Cet accroissement a des impacts directs sur le cycle de l'eau, en particulier en ce qui concerne l'évaporation et les précipitations, ainsi que le mouvement de l'eau autour du globe. Sans irrigation, la production alimentaire mondiale s'effondrerait, et sans accès à l'eau potable et à l'assainissement, il est impossible d'améliorer les conditions sanitaires des populations. Enfin, sans protection des ressources en eau, la plupart des écosystèmes verraient leur situation rapidement se dégrader. Le changement climatique est en train de faire en sorte que tout ce qui est précipitation, changement de météorologie, tout ça modifie la potentialité de disposer d'eau potable. Dans la mesure où aujourd'hui on va vers une pénurie d'eau et qu'on s'en va vers une hyperdémographie, danger pas que pour nous, danger pour la vie en général, ça c'est sûr. Le changement climatique est ainsi un défi nouveau qui va mettre à l'épreuve les approches classiques. Des enseignements utiles peuvent être tirés de l'expérience acquise dans le traitement du changement climatique et des catastrophes liées à l'eau. Je pense qu'il faut faire un plan de 30-40 ans, de manière à fonctionner, à réfléchir pour trouver les solutions, justement. On peut mettre en place un modèle éducatif réussi de démocratie. On s'en sortira que si nos sociétés, particulièrement occidentales, s'imbibent de valeurs qu'elles sont en train de perdre. Il faut que notre capitalisme se soigne un peu de quelques excès. Mettons-nous tous ensemble, qu'on fasse une dynamique commune à l'échelle universelle. L'impact des activités de l'homme sur l'environnement s'accentue de plus en plus. À mesure que les températures augmentent et que le cycle de l'eau s'accélère, la météo devient de plus en plus imprévisible et les conditions encore plus extrêmes. Dans le domaine de l'eau, tous les risques ne peuvent être évités. Cependant, la concurrence entre l'environnement et l'industrialisation pourrait être transformée en partenariat dans le cadre d'un développement durable. Dispersés sur une vaste zone de l'Afrique subsaharienne, les Peuls se reconnaissent partout à travers une activité spécifique qui est l'élevage du bovin. Cet animal a une valeur symbolique très grande et fait partie de l'inconscient collectif des Peuls. L'élevage des animaux domestiques chez les Peuls est l'alliance d'une race humaine et d'une espèce animale. Une association où la bête est pour l'homme un compagnon, une nourrice, une bénédiction. Le Peul n'est rien sans sa vache, dixit un gardien du patrimoine. D'entrée de jeu, ce qu'on va dire, c'est que le Peul n'est rien sans sa vache. En poulard, l'expression consacrée, c'est dire Pulloyarata si palan. Si nama Pulloyarata si palan, ça veut dire que le Peul ne boit jamais du lait issu d'un troc. Lorsque vous me demandez de parler du lien entre la femme Peul et la vache, c'est comme sa mère. C'est une relation filiale, c'est une relation de mère à fils, en fait, qu'il y a entre la femme Peul et la vache. Chez les Peuls, la vache n'est pas qu'un simple animal d'élevage, c'est comme un membre de la famille. Et à ce titre, on peut donner un nom aux vaches. Le nom que le Peul donne à la vache dépend de la couleur de l'animal, ou de l'espoir ou du sentiment qui anime le propriétaire. Le Peul considère son animal comme son enfant.
vous ne pouvez pas élever votre enfant et l'égorger et le manger quand même. Et même quand ça devait se faire comme ça, on séchait la viande parce que la viande séchée ne contient plus de sang et quand il n'y a pas de sang, ça ne rappelle pas la vie de l'animal que vous avez élevé. Toutes les migrations que les Peuls ont eu à pratiquer, tous les déplacements qui ont été faits, il est clair dans la tête de chacun que les Peuls, c'est des éleveurs. Toutes ces migrations-là ont été faites à cause du bétail. Parce que si le Peul du Fouta s'est retrouvé au Fouta Djallon, c'est parce qu'il cherchait des pâturages pour ses bœufs. Et comme la terre du Fouta se prêtait à ses aspirations, à ce qu'il était en train de chercher, et alors il s'est installé, il s'est sédentarisé. Donc la vache, c'est tout du Peul. Et avant même, le Peul, il adorait trois choses. Avant l'islam, le Peul adorait trois choses. Konangenge, Nagenge, Ngeno. Ngeno, c'était le dieu suprême dans le panthéon des Peuls. Aujourd'hui, l'abbé, c'est la plus indienne des villes du Fouta Djallon. Parce que aujourd'hui, à l'abbé, tu peux voir une vache à un carrefour, comme un policier. Aujourd'hui, à l'abbé, tu peux voir une vache dans une banque. Ça ne dérange personne. Portant une affection particulière pour son troupeau, le Peul le considère comme un membre de la famille, au point de l'attribuer des appellations particulières et des chansons, comme nous le dit cette conteuse. Kabowal maino deuro, momore ura kettungol. Kabowal maino deuro, momore ura juri. Kabowal maino deuro. Éleveur depuis les années 60, à date disposant d'un troupeau de bœufs, Elhadj Mahmoudou Bari nous revient sur quelques pratiques d'élevage des bœufs chez les Peuls. Wande urde wade to ha waburu eti goto maburu eti dia ngade wade gere ha memine ha kebe gumbambe lope wade jibe wade ha bora silana ngade kuji ukata wade horde taro labitati fewta nange uk men memine ha dumanno Arena ini saya dari kita ngawi are gandeng yang di kutupa. Saya di gitara. Mau tanah susah tak. Kalau bahari mene bukti. Mentaro dong menjogo jabi wata duku koedeng kan dia tupa. Bahari koedeng nunde jangan. Menggerda imundo. Alan. Le Peul privé de vaches, de choix. Il perd plus que sa richesse, sa fierté, son honneur. Car le Peul qui n'a plus d'animaux pourra devenir un musicien mendiant, un commerçant ou un marabout puissant, mais il ne sera plus un vrai Peul. Père des troupeaux, roi de la brousse dont il ne craint ni la fauve, ni les génies nocturnes.